Bonjour, merci beaucoup à Philippe Genecan d'abord pour cette belle invitation. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Il me fait vraiment très plaisir de vous parler aujourd'hui d'éthique animale et plus particulièrement d'antispécisme. Dans son article Killing for Food, le philosophe John Harris soutient que ce n'est pas aux véganes qui refusent que des animaux soient tués pour les nourrir qu'il revient de justifier leur mode de vie, mais plutôt aux personnes qui mangent des animaux. Après avoir exposé et démonté les principaux arguments utilisés pour défendre l'élevage, il termine en nous proposant une expérience de pensée. Imaginez que demain débarquent sur notre planète des extraterrestres qui se considèrent comme supérieurs à nous, exactement comme on se considère, nous, aujourd'hui, comme supérieurs aux autres animaux qui vivent sur Terre. Est-ce qu'on leur reconnaîtrait le droit de nous traiter comme on traite les vaches, les cochons, les poules ou les autres animaux dont on sert pour obtenir de la viande, des œufs et du lait? Harris cherche à nous convaincre qu'il est mal de tuer des animaux pour les consommer, alors qu'on peut très bien se nourrir autrement tout en restant en excellente santé et même en améliorant sa santé. Mais ce qu'il fait aussi, c'est plus généralement de remettre en question le droit qu'on s'est donné, nous les êtres humains, parce qu'on est des êtres humains, d'assujettir les autres animaux et de les exploiter pour nos divers usages, alors qu'on pourrait bien ne pas le faire. Il nous invite à reconnaître que la simple appartenance à une espèce ou à une autre n'est pas nécessairement une raison valable de discriminer entre les individus ou de justifier la domination des uns sur les autres. La position de John Harris prend le contre-pied d'une tradition philosophique occidentale qui va d'Aristote et des stoïciens jusqu'à Kant, en passant par Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin et Descartes, et qui place les êtres humains quelque part entre les dieux et les animaux. Que ce soit parce que les dieux prennent des formes humaines ou parce que l'être humain aurait été créé à l'image de Dieu, la conception théocentrique du monde accorde une position privilégiée aux êtres humains au centre et au sommet de la création. De tous les êtres qui peuplent la planète, eux et eux seuls seraient dignes de considération morale. Tout le reste aurait été créé par la divinité expressément pour servir l'humanité. L'anthropocentrisme est ultra dominant, mais il n'a jamais totalement échappé à la critique. Une minorité de penseurs tout au long des 25 siècles de pensée occidentale ont tourné en dérision ce qu'ils considéraient comme une vision puérile du monde ou une forme de mégalomanie. C'est le cas de Porphyre au 3e siècle après Jésus-Christ, qui ironisait sur la grande naïveté qui nous permet de croire que les animaux ont été créés pour nous. Ou encore de Voltaire, au 18e siècle, qui se moquait à son tour de ce sentiment de supériorité ridicule en remarquant que puisqu'on peut se faire manger par les ours et les requins, c'est plutôt l'être humain qui semble naturellement destiné à servir les intérêts des animaux qui sont plus forts que lui. À ces exemples de philosophes qui ont sévèrement critiqué l'anthropocentrisme, surtout dans l'Antiquité et chez les Lumières, bien d'autres pourraient être ajoutés. Mais le coup le plus dur est certainement celui qui lui a été porté par les découvertes de Charles Darwin au 19e siècle. C'est que la théorie de l'évolution nous oblige à abandonner l'hypothèse d'une rupture nette entre l'espèce humaine et le reste du monde vivant et à admettre qu'il y a au contraire continuité. Il faut désormais reconnaître que les espèces animales, y compris l'Homo sapiens, évoluent au fil de mutations aléatoires qui s'opèrent au niveau des gènes, suivant le mécanisme de la sélection naturelle qui favorise la réplication des traits les mieux adaptés à un environnement donné, à un moment donné. Toutes les espèces sont aussi évoluées ou aussi avancées les unes que les autres. Et les êtres humains sont stricto sensus des animaux, des mammifères, des primates génétiquement plus près des chimpanzés que le sont les gorilles. En réalité, les espèces ne correspondraient donc pas à des catégories naturelles révélant des essences fixes, immuables et hiérarchisées, mais seraient qu'un système de classification des individus qui se ressemblent à certains égards, bien qu'ils soient différents à d'autres. Après la révolution copernicienne et le passage du modèle héliocentrique au modèle géocentrique, la science menaçait donc encore une fois notre orgueil. Il s'en fallait pas plus, semble-t-il, pour qu'on soit réticent à en reconnaître les implications les plus élémentaires. Or, en invoquant l'humanisme hérité des Lumières, il allait être possible de se prémunir contre une nouvelle blessure narcissique et de perpétuer l'anthropocentrisme en dépit de cette découverte de ses assises, de la fragilité de ses assises métaphysiques. Au 16e siècle, philosophes, écrivains, scientifiques et autres intellectuels s'étaient mis à puiser chez les anciens et à exalter la culture et le savoir humain, la beauté des réalisations humaines, l'intelligence et la liberté propres à l'humanité, sa capacité à se perfectionner et les autres vertus qui la hisseraient au-dessus de tout le reste.
C'était développé à partir de ça un courant philosophique, le courant philosophique et moral célébrant l'unicité de l'espèce humaine et enjoignant même l'être humain à se rendre comme maître et possesseur de la nature. L'humanisme de la Renaissance, imprégné des notions de dignité humaine, allait offrir de nouvelles fondations à l'anthropocentrisme et permettre de le pérenniser. On sait que l'Église catholique en viendra à être sévèrement critiquée par certains penseurs de l'humanisme, mais même la mort de Dieu, comme dirait Nietzsche, n'a pas fait descendre l'humanité du piédestal métaphysique où l'avaient placé les théologiens. Il a suffi de remplacer Dieu par l'homme pour maintenir, voire renforcer l'exceptionnalisme humain, l'idéologie selon laquelle il y a une différence de nature entre les humains et les autres animaux, et la prérogative humaine de disposer des animaux et du reste de la nature, ce qu'on peut appeler le suprémacisme humain ou l'idéologie selon laquelle les humains peuvent légitimement asservir les autres animaux. Dans le contexte où la science aurait dû nous conduire à renoncer à la croyance qu'il y a quelque chose de qualitativement différent et donc de moralement spécial dans le fait d'être humain, l'idéologie humaniste a permis de la perpétuer. Encore aujourd'hui, et en dépit de nos connaissances scientifiques actuelles, on conçoit l'humanité en opposition à l'animalité. C'est dans la relation antagoniste avec elle, qu'elle entretient donc avec les autres êtres animés, que l'humanité se définit. On serait avant tout ce qu'ils ne sont pas. Notre affirmation identitaire dépendrait du rejet de nos ressemblances avec eux. Ces différences sur lesquelles on insiste tant, elles restent comprises, malgré ce qu'on sait maintenant à propos de l'évolution du vivant, comme un signe d'une différence essentielle, d'une différence de nature. On serait catégoriquement et radicalement différent des animaux des autres espèces et supérieur à eux. Contrairement aux autres animaux qui sont immergés dans la nature et soumis au déterminisme, on peut en émerger pour créer nos propres lois, notre propre histoire. Nous sommes des êtres de raison, disposant d'une volonté libre, capables de maîtrise de soi et des autres. Et pour constamment réaffirmer la différence d'essence dont tout ça est la manifestation, le mécanisme de l'appropriation est très utile. La réification des animaux en droit, leur assimilation à de simples choses, permet de nier leur individualité, d'en faire des êtres interchangeables, remplaçables, dont la valeur est réductible à celle qu'on leur accorde. Ce mécanisme-là renforce l'idée que les animaux sont faits pour nous servir, qui est dans leur nature d'être nos propriétés, et qu'on a conséquemment le droit d'en user, d'en percevoir les fruits ou de les détruire. En alimentant la croyance qu'il existe un profond fossé ontologique qui sépare les humains et les autres animaux, et en légitimant l'assujettissement des derniers par les premiers, l'humanisme est la forme anthropocentrique que prend le spécisme dans nos sociétés. Et c'est surtout contre ça que les antispécistes s'engagent à lutter. Le néologisme spécisme a été proposé au début des années 70 par le psychologue Richard Ryder. Il a ensuite été repris par Peter Singer dans son fameux livre La libération animale, paru en 1975. Le terme est alors défini comme un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des membres d'autres espèces. On en parle parfois comme de l'idéologie dominante qui nous porte à croire ou à tenir même pour évident que les animaux qui appartiennent pas à l'espèce Homo sapiens sont inférieurs à nous moralement et qu'on est donc en droit de les traiter comme tels, c'est-à-dire de les utiliser comme de simples ressources pour nos fins, de les tuer pour les manger, de les pêcher, de les chasser, d'en faire l'élevage pour divers produits ou services, ou encore de nous en servir comme outil pour la recherche scientifique. Mais contrairement à ce que Singer et d'autres figures importantes de l'éthique animale laissent entendre, le spécisme ne se réduit pas tout à fait à l'anthropocentrisme, puisqu'il est plus large que lui et désigne non seulement le traitement privilégié des êtres humains par rapport à tous les autres animaux, mais également celui de certains animaux non humains par rapport à d'autres. Bien sûr, aucun animal ayant le malheur de ne pas faire partie de l'humanité, si j'ose dire, est traité comme un égal. Tous sont subordonnés aux êtres humains. Mais le spécisme est aussi ce qui nous mène à traiter certains animaux mieux que d'autres, selon les divers usages qu'on veut en faire, les relations qu'on a avec eux ou notre capacité à ressentir de l'empathie envers eux. Au Québec et dans plusieurs États, on traite les chiens beaucoup mieux que les poules, les veaux ou les poissons, par exemple. Ailleurs, c'est autre chose. Les antispécistes parlent de spécisme pour dénoncer le type de discrimination en fonction de l'espèce qui leur paraît injustifiée. Ils rappellent que les caractéristiques strictement biologiques des individus, on peut penser à la couleur de la peau ou au sexe, n'ont aucune pertinence quand vient le temps de juger la valeur morale des individus ou l'importance morale de leurs intérêts.
Pour les mêmes raisons qui nous portent à rejeter le racisme et le sexisme, il faudrait, selon eux, rejeter le spécisme. Ça signifie évidemment pas que tous les animaux ont des intérêts comparables et qu'il faut tous les traiter de la même manière, mais ça implique que quand ils ont bel et bien des intérêts semblables ou d'une importance équivalente, il faut en tenir compte également. On ne peut pas juger que la douleur ressentie par un individu est moins grave que la même quantité de douleur ressentie par un autre, simplement parce que le premier n'est pas caucasien, parce qu'il n'est pas de sexe masculin ou parce qu'il n'appartient pas à l'espèce humaine. C'est ce qu'exige le grand principe d'égalité aristotélicien, un principe au fondement de toutes nos meilleures théories de la justice, selon lequel les cas semblables doivent être traités de manière identique. Pour pouvoir discriminer entre deux individus, il nous faut être en mesure de repérer une différence entre eux qui puisse justifier la différence de traitement. Et pour ça, la différence en question doit être pertinente au regard du traitement en cause. Autrement, la discrimination est arbitraire, elle est jugée injuste. Pour faire ressortir le caractère injuste de la discrimination en fonction de l'espèce, le philosophe François Jacquet nous invite à imaginer que, suite à une série de mutations génétiques, apparaisse sur Terre une nouvelle espèce, les Homo humilis. Les membres de cette espèce seraient en tout autre point identiques aux Homo sapiens. Ils auraient la même apparence physique que nous et des capacités affectives et cognitives comparables. Jacquet nous invite à reconnaître, et je le cite, « Puisque les frontières de race et de sexe sont insignifiantes du point de vue moral, on voit mal comment la différence entre les humilis et les sapiens pourrait justifier leur discrimination. Après tout, les humilis nous ressemblent au moins autant que les blancs ressemblent aux noirs et les hommes aux femmes. Seulement, cette différence n'est autre que l'appartenance d'espèce. Tout porte donc à penser que cette caractéristique n'est pas plus pertinente du point de vue moral que ne le sont la race et le sexe. » Fin de la citation. Il aurait aussi bien pu nous parler de robots ayant une apparence, une sensibilité et une intelligence semblables aux nôtres, comme le personnage du jeune David dans le film de Steven Spielberg, peut-être. C'est un retournement intéressant par rapport à ce que les auteurs de science-fiction Endo Binder, de leur nom de plume conjoint, avaient fait dans une nouvelle publiée en 1941 intitulée The Teacher from Mars. Dans cette fable morale portant en fait sur le racisme, le protagoniste était un professeur venu de la planète Mars que ses élèves raillaient ou insultaient en raison de son apparence différente. Il était plus grand que les humains, avait des tentacules et la peau plus épaisse. Sur le plan psychologique, il était pourtant identique aux humains, aussi intelligent et sensible et ayant le même genre de préoccupations et d'intérêts. Les lecteurs de la nouvelle sont amenés à reconnaître que les différences purement physiques ou biologiques entre les individus ne devraient faire aucune différence sur le plan moral. Et ce, à partir de la supposition que l'espèce des individus, elle, ne fait évidemment aucune différence de ce genre-là. On aurait tout aussi bien pu utiliser le célèbre extraterrestre E.T. pour l'exercice. Aujourd'hui, assez rares sont les auteurs qui contestent ça et qui soutiennent que l'espèce en tant que telle justifie la hiérarchisation morale des individus. Par contre, et pour défendre la manière dont on traite les autres animaux contre l'argument antispéciste, plusieurs sont tentés de soutenir que ce n'est pas vraiment en raison de leur espèce en tant que telle qui est légitime de discriminer les animaux non humains, mais plutôt parce qu'il leur manque certaines capacités cognitives sophistiquées que seuls les êtres humains possèdent. Ils vont insister, par exemple, sur le fait que les êtres humains sont capables d'agentivité morale, c'est-à-dire d'assumer des obligations et d'être tenus moralement responsables de leurs actes, qui sont conscients d'eux-mêmes, qui sont rationnels, et que c'est en ça qu'ils sont supérieurs aux autres animaux et pour ça qu'ils peuvent les dominer. Quand on y réfléchit bien, pourtant, on est forcé de reconnaître que l'intelligence ou les autres aptitudes mentales complexes ne sont pas réellement ce qui nous semble se trouver au fondement de la valeur morale des individus. Après tout, les êtres humains qui n'ont pas ces facultés-là, je pense à tous les bébés ou les jeunes enfants, aux personnes vivant avec un handicap intellectuel ou aux personnes séniles, par exemple, sont considérés comme des égaux et jouissent évidemment et fort heureusement des droits fondamentaux qui les protègent contre les traitements qu'on inflige couramment aux animaux. Il faut en conclure que non seulement les capacités cognitives de cet ordre-là ne caractérisent pas les êtres humains dans leur ensemble, mais seulement un sous-groupe d'humains, mais qu'en plus, elles ne nous paraissent pas, elles non plus, pertinentes et ne peuvent donc pas plus que l'espèce biologique justifier la discrimination. Certains auteurs parlent alors de spécisme indirect, qui distingue du spécisme direct. Alors que le spécisme direct consiste à supposer que l'espèce a une pertinence morale, le spécisme indirect consiste à supposer que ce qui compte, ce sont plutôt les caractéristiques mentales des individus, caractéristiques vaguement ou très imparfaitement corrélées à leur espèce.
Dans sa version indirecte, qui est de loin la plus courante, le spécisme entretient des liens très étroits avec le capacitisme. On peut même se demander si le spécisme n'est pas alors une forme de capacitisme, c'est-à-dire une discrimination en fonction du fait qu'on possède ou pas certaines capacités. Certains pensent que c'est le cas, alors que d'autres préfèrent maintenir la distinction conceptuelle et argumenteront que si l'espèce n'est qu'un proxy permettant de repérer les êtres qui sont dépourvus de capacités cognitives sophistiquées, la discrimination relève alors du capacitisme et non du spécisme, alors que si l'infériorité des capacités de l'esprit n'est invoquée que pour justifier a posteriori une discrimination réellement motivée par l'appartenance à l'espèce, alors il s'agit plutôt de spécisme. À force d'y penser, j'en viens pour ma part à me dire que le cadre théorique de l'intersectionnalité proposé en études féministes offre peut-être une bonne manière de penser la situation des animaux. Il me semble que les animaux non humains se trouvent en quelque sorte au croisement ou à l'intersection de deux groupes marginalisés. Les êtres qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine et les êtres qui ne sont pas doués des capacités cognitives sophistiquées qu'on valorise tant. Et dans leur cas, tout se passe un peu comme si ces deux formes-là de discrimination se renforcent l'une l'autre et font en sorte que les animaux échappent tout le temps aux différents raisonnements qui nous permettraient de mieux les protéger. On a beau se dire, d'une part, que les caractéristiques biologiques ne sont pas pertinentes. OK, peut-être, mais les individus qui n'appartiennent pas à notre espèce ne sont pas intelligents, si bien qu'on a raison de ne pas les traiter comme on traite les humains ou comme on traiterait des êtres non humains super intelligents, là, comme E.T. ou Superman, par exemple. On a beau se dire, d'autre part, que les facultés cognitives ne sont pas ce qui compte, que les moins intelligents parmi les humains jouissent des mêmes droits que les plus intelligents. OK, mais les animaux ne sont pas des humains quand même. Les animaux autres qu'humains sont victimes à la fois de spécisme direct et de capacitisme, ou de spécisme indirect, selon. Et ces deux sources de discrimination rendent les animaux particulièrement vulnérables et font en sorte qu'ils se retrouvent à être toujours perdants. Une autre réponse souvent donnée aux antispécistes consiste à soutenir que si on est en droit de privilégier les êtres humains aux autres animaux, c'est pas parce que les humains ont une valeur absolue qui soit plus grande que celle des autres, mais parce que les agents moraux ont des devoirs spéciaux envers les membres de leur propre espèce. Celles et ceux qui défendent le tribalisme moral se disent qu'après tout, si les lions étaient des agents moraux, eux non plus ne pourraient pas être blâmés de prioriser leurs semblables. Le philosophe Robert Nozick a à son tour recours à des extraterrestres pour illustrer ça en disant que les habitants d'Alpha du Centaure pourraient légitimement accorder plus d'importance morale aux alpha-centauriens qu'aux terriens, même si on était par ailleurs très similaires à eux. Celles et ceux qui pensent que ce tribalisme ou cette morale partialiste n'est pas justifiée parlent de spécisme relatif. Bien sûr, les antispécistes reconnaissent que certaines de nos obligations morales découlent des relations que les uns entretiennent avec les autres. Le devoir de venir en aide à une personne qui est en train de se noyer incombe surtout à la personne qui se trouve à l'endroit où le drame est en train de se produire. Le devoir d'écouter avec bienveillance les confidences de quelqu'un apparaît surtout en contexte d'amitié. Celui de soigner un jeune enfant ou une personne âgée revient peut-être en priorité à ses proches. On serait nombreux à être troublés de voir une mère s'occuper ou se préoccuper plus d'un étranger que de son propre enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pour autant toujours légitime d'activement causer un tort à un individu dont on ne se sent pas proche pour bénéficier à un des siens. On excuserait difficilement une mère qui volerait la nourriture des mains d'un bébé qui en a besoin pour nourrir son enfant. Surtout, un favoritisme qui se fonderait sur le sexe, le genre ou la race nous paraîtrait inacceptable d'un point de vue moral. On refuserait certainement d'accorder à un homme blanc le droit de privilégier un homme qu'il ne connaît pas plutôt que sa conjointe parce qu'il estime avoir un devoir de loyauté envers les individus du même sexe ou du même genre que lui. Il nous paraîtrait tout aussi intolérable qu'il choisisse de sauver une personne blanche plutôt qu'une personne noire. Dans la situation, il pourrait sauver qu'une seule personne parce qu'il s'identifie davantage aux Blancs et qu'il estime avoir un plus grand devoir de solidarité envers eux. Comme l'explique Jean-Baptiste Jean-Jean Villemer, et je le cite, « La thèse de la préférence pour les siens semble acceptable pour dire qu'il est légitime de préférer ses enfants à ceux du voisin et un ami à un inconnu, mais beaucoup plus discutable lorsqu'elle s'étend à d'autres cercles. C'est cette même thèse de la préférence pour les siens qui conduit au racisme que pourtant nous condamnons. La partialité dans la considération des intérêts des individus et de leurs intérêts ne devrait pas davantage suivre les frontières de l'espèce. On reconnaît que notre devoir moral d'impartialité balise notre tendance naturelle au favoritisme.
Toutes les personnes qui rejettent l'anthropocentrisme ne se réclament pas de l'antispécisme. Contrairement aux biocentristes, qui accordent une valeur morale aux organismes vivants, ou aux écocentristes, qui se soucient avant tout des écosystèmes, les antispécistes sont celles et ceux qui déplorent la discrimination subie par certains animaux. Mais pas nécessairement tous les animaux, seulement ceux qui sont sentients, c'est-à-dire ceux qui sont capables de faire l'expérience consciente du monde qui les entoure et de ce qui leur arrive. La plupart des antispécistes adhèrent à ce qu'on appelle le pathocentrisme, c'est-à-dire l'approche selon laquelle c'est la capacité à ressentir de la douleur qui compte quand on cherche à déterminer qui fait partie de la communauté morale. L'idée est qu'à partir du moment où un être est sentient, il vit au je. Il y a un point de vue subjectif sur le monde. Il peut être affecté consciemment, négativement ou positivement par la manière dont on le traite. Il y a un bien-être prudentiel au sens où les choses peuvent aller plus ou moins bien de son point de vue à lui. Sa vie et les bonnes choses qui lui arrivent ont de la valeur parce que lui-même leur en accorde. Et surtout, il y a des intérêts de l'ordre du bien-être. Et selon l'approche pathocentriste, on pense que ce qui compte d'un point de vue moral, ce sont les intérêts des individus. Or, une plante ou une autre entité dépourvue de conscience, n'ayant pas de perspective sur le monde, ne pourrait qu'être indifférente par rapport à ce qui lui arrive. Elle n'aurait pas d'intérêt personnel dont il faudrait tenir compte et devant être protégée par des droits générant des obligations morales de la part des agents moraux. À la différence des autres capacités psychologiques des individus, la sentience aurait donc, selon les pathocentristes, une pertinence quand vient le temps de déterminer les contours de la communauté des individus méritant la considération morale, parce que tous les êtres sentients, et seulement eux, ont des intérêts relevant de leur bien-être. Cela dit, tous les animaux ne sont probablement pas doués de sentience. D'après les plus récents travaux des neurobiologistes, les étoiles de mer, par exemple, bien qu'elles appartiennent au règne animal, ne peuvent rien ressentir du tout. La situation des insectes et des bivalves, elle, ne fait pas l'objet d'un consensus parmi les experts. En revanche, il est aujourd'hui reconnu que tous les mammifères, les oiseaux et les poissons sont bel et bien sentients. Et c'est aussi le cas de certains invertébrés, comme les pieuvres. Selon les antispécistes, les animaux qui comptent moralement et dont les intérêts comparables devraient se voir accorder une valeur identique sont donc déjà très nombreux. Dans les affaires humaines, la discrimination est loin d'être toujours illégitime, au sens où il nous paraît justifié de refuser d'accorder un permis de conduire aux personnes non-voyantes, par exemple. Ce qu'on condamne, c'est d'abord et avant tout la hiérarchisation morale des individus ou l'inégale considération de leurs intérêts semblables. Les instances de discrimination que dénoncent les antispécistes sont, elles aussi, limitées. Elles ne consistent pas à nier les nombreuses différences entre les membres des diverses espèces et n'exigent pas du tout que tous les animaux sentients soient traités de la même manière puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Ce que l'antispécisme exclut, c'est avant tout la possibilité d'accorder moins de valeur morale à un individu ou de considération à ses intérêts parce qu'il n'appartient pas à l'espèce humaine, parce qu'il ne possède pas l'une ou l'autre des caractéristiques typiquement associées à l'humanité, mais n'ayant pourtant aucune pertinence morale, ou encore parce qu'on n'entretient avec lui aucune relation privilégiée. Dans un monde délivré du spécisme, il serait plus toléré de faire subir aux animaux sentients non humains plusieurs des discriminations qui nous paraîtraient inacceptables si elles devaient s'appliquer à des êtres humains. Quelles en seraient les conséquences juridiques et politiques? L'antispécisme exige qu'on accorde aux animaux sentients non humains les droits légaux dont ils jouiraient si, toutes choses étant égales par ailleurs, ils appartenaient à l'espèce humaine. Ça inclut d'abord et avant tout les droits individuels les plus fondamentaux, comme le droit à la sécurité physique et psychologique, le droit à la vie et le droit à la liberté. L'octroi de ces droits individuels les protégerait contre l'exploitation. Il serait dorénavant interdit d'en faire l'élevage pour la viande, le lait et les œufs. On ne pourrait plus autrement nous en servir comme des moyens de nous divertir, nous simplifier la vie ou de nous enrichir. De manière générale, les intérêts fondamentaux des animaux ne pourraient plus être sacrifiés au nom de ceux qui sont plus forts ou des plus rusés qu'eux. Mais l'antispécisme exige probablement qu'on aille plus loin et qu'on protège aussi d'autres de leurs intérêts. Dans leur livre Zoopolis, les philosophes canadiens Sue Donaldson et Will Kymlicka présentent une théorie des droits politiques des animaux selon laquelle les catégories qui valent dans les affaires humaines devraient être élargies pour inclure les autres animaux sentients. Les animaux domestiques comme les vaches, les cochons, les poules et les chiens
puisqu'ils peuvent entretenir des rapports pacifiques et harmonieux avec nous, qu'ils aiment le contact avec les êtres humains, qui n'ont pas pour la plupart intérêt à être relâchés dans la nature sauvage et qui peuvent même participer en exprimant leurs préférences de plein de manières à la co-construction des normes sociales, devraient être considérés comme des citoyens à part entière. Ils auraient alors plusieurs des droits associés au statut de citoyen, comme le droit à une éducation ou à une socialisation adéquate, à des soins de santé, à un aménagement des lieux publics qui tient compte de leurs besoins, etc. Les animaux liminaux, qui habitent sur le même territoire que nous et qui dépendent de nos infrastructures, sans toutefois avoir de relation avec des êtres humains particuliers, comme les rats et les pigeons, par exemple, pourraient être considérés comme des résidents. Ces animaux-là se méfient souvent des êtres humains et n'ont pas intérêt à participer au projet coopératif des citoyens, mais ils bénéficieraient quand même d'un droit de résidence et de certaines mesures les protégeant contre les accidents et la famine notamment, sans exagérément restreindre leur liberté de mouvement et leur autonomie. Les animaux sauvages, comme les poissons dans la mer, les orignaux, les lièvres ou la plupart des oiseaux, parce qu'ils ont surtout intérêt à exercer leur autonomie collective, devraient être considérés comme formant des nations souveraines. On devrait d'abord et avant tout reconnaître leur droit de propriété sur le territoire qu'ils occupent et respecter leur droit à l'autodétermination. Accorder aux animaux sentients les statuts juridiques et politiques dont ils jouiraient si, toutes choses étant égales par ailleurs, ils appartenaient à l'espèce humaine, paraît évidemment très ambitieux. Ces premiers effets juridiques seraient toutefois relativement simples. Comme les droits les plus fondamentaux sont négatifs, au sens où ils sont des droits qui protègent contre certains traitements, ils exigent tout simplement qu'on s'abstienne de causer certains torts importants à leurs titulaires. Les droits individuels les plus fondamentaux protégés par les chartes, constitutions, déclarations, conventions ou traités internationaux font en sorte que tous les êtres humains, indépendamment de leur statut politique particulier ou de l'endroit où ils se trouvent dans le monde, sont protégés contre la torture, le meurtre ou l'asservissement. Tous sont considérés comme des sujets de droit, c'est-à-dire des personnes par opposition aux biens qui peuvent être appropriés. Ces droits, s'ils devaient être octroyés à des êtres sentients non humains, n'emporteraient aucune autre obligation pour les États et leurs citoyens que celle d'interdire leur appropriation, leur exploitation ou leur destruction. En d'autres mots, le monde serait vegan. Par contraste, les droits politiques sont des droits positifs. Ce sont des droits à certains traitements ou à certaines ressources. Et ils peuvent donc nécessiter que les États aménagent leurs droits domestiques et prévoient la création ou l'élargissement de certains services publics. Ce n'est pas tellement le cas des droits politiques qu'on pourrait accorder aux communautés d'animaux sauvages, dont les rapports avec les autres nations seraient régis par le droit international, probablement. Mais ça l'est certainement des droits liés à la citoyenneté, s'ils devaient être accordés aux animaux domestiques. À l'heure actuelle, le droit repose sur une vision anthropocentrée du monde. Et seuls les humains ont des droits à proprement parler. Aucun autre animal n'a la personnalité juridique qui permet d'avoir des droits légaux. Puisqu'ils ne sont pas des personnes, et suivant la summa divisio héritée du droit romain et qui a marqué la tradition civiliste, ils sont nécessairement considérés comme des biens. Même si le législateur de certains États, comme la France et le Québec, a déclaré le contraire en affirmant que les animaux ne sont pas des biens, c'était aussitôt pour ajouter qu'ils allaient néanmoins être soumis au régime de propriété conçu précisément pour encadrer l'exercice des droits sur les biens. On a beau interdire la cruauté ou la négligence grave envers les animaux, ils peuvent toujours être achetés, vendus, exploités, abandonnés ou mis à mort. Par une espèce de fiction juridique, ils continuent en réalité à être assimilés aux simples choses. Si les animaux accédaient à la pleine citoyenneté, ils devraient être transférés de la catégorie des biens à celle des personnes. Ils seraient considérés comme une personne physique, ce qui inclut ce qui concerne tous les êtres humains. Ils jouiraient alors de plusieurs des droits de la personnalité. Mais les animaux non humains ne peuvent pas assumer des obligations en contrepartie de leurs droits. Ils ne peuvent pas non plus intenter eux-mêmes des actions en justice. Est-ce que ça ne compromet pas le projet d'en faire des sujets de droit? L'idée que les droits vont de pair avec les devoirs est vraiment très ancrée chez les philosophes du droit. Sauf qu'on a beau répéter ça comme un mantra, c'est juste faux. On sait bien que les êtres humains qu'on ne tient pas légalement responsables de leurs actes ont pourtant la personnalité juridique et des droits comme les autres. La seule différence, c'est qu'ils sont soumis au régime d'inaptitude prévu par le droit et profitent des mécanismes de représentation pour ce qui est de l'exercice de leurs droits. Je pense à la tutelle, la curatelle ou le mandat.
Or, les animaux ont déjà leurs représentants, les associations qui défendent leurs intérêts. Rien ne nous empêcherait de permettre que leurs droits soient exercés par leur entremise. Il est intéressant de savoir que peu d'auteurs en éthique animale sont portés à la défense de la discrimination en fonction de l'espèce. Sans prétendre qu'il existe un parfait consensus chez les philosophes moraux, là, loin de là, on peut dire que la position antispéciste est généralement considérée comme plus convaincante que celle à laquelle elle s'oppose. Bien sûr, les antispécistes doivent encore régler des questions théoriques importantes, mais il semble difficile de nier qu'un monde débarrassé du spécisme sans être parfait serait déjà beaucoup plus juste. Les militants, pour leur part, cherchent des moyens efficaces de surmonter les nombreux obstacles pratiques aux changements pour lesquels ils se battent. Les défis ont beau être immenses, peut-être qu'on a en ce moment plus que jamais raison d'espérer trouver la motivation de repenser profondément nos rapports aux autres animaux pour reconnaître enfin l'égalité morale de tous les êtres sentients. C'est qu'aux considérations liées à la justice animale s'ajoutent les motivations anthropocentrées relevant de l'écologie, de la santé humaine individuelle, du problème de la résistance aux antibiotiques, des liens entre l'oppression des animaux et celle de certains groupes humains, ou encore des épidémies ou des pandémies de zoonoses. Tout porte à croire que l'amélioration du sort des êtres humains et celle du sort des autres animaux vont de pair. Et puisque bien des objectifs convergent, il serait sans doute sage de réunir les forces des différents mouvements pour la justice sociale. Il y a en effet, paraît-il, des gens qui espèrent que des extraterrestres bienveillants vont débarquer sur Terre à temps pour régler la crise climatique et sauver les humains et les autres animaux qui l'habitent. Je pense pour ma part que les extraterrestres font déjà beaucoup pour les animaux sentients en nous aidant à comprendre, quand ils interviennent dans nos expériences de pensée, pourquoi le spécisme est injuste et en nous invitant à nous y opposer. Je vous remercie beaucoup de votre attention.